Alain Michel. On peut comparer la façon dont Virgile procède aux écrits de quelqu'un qui a été exactement son contemporain et qui était Denis d'Halicarnasse, un grec qui avait écrit un traité sur la composition des paroles, Périsyntheseos Onomaton, qui était un traité de l'euphonie, un traité de la musique, en prose comme en vers. Et il avait expliqué qu'il y avait deux styles. L'un de ces styles était celui de la douceur et l'autre était celui de la sévérité. Il l'appelait l'un, et la définition, même les termes étaient beaux, il appelait l'un l'harmonie austère et l'autre l'harmonie douce. Et l'idéal pour un écrivain était naturellement de mélanger l'austérité et la douceur pour arriver à la plénitude du style. Alors il y en avait qui insistaient plutôt sur la douceur, je pense par exemple à Ovide. Il y en a qui insistaient plutôt sur la sévérité, je pense par exemple ou bien à Sénèque, ou bien en Grèce à Échille. Et Virgile, comme Homère, est sans doute de ceux qui avaient essayé de tenter la synthèse. Alors je crois que cela est un des éléments qui frappe beaucoup dans la façon qu'il a d'écrire. Et par exemple, je citerai simplement volontiers les vers 196 et suivants du livre 2 des Géorgiques. Virgile est en train de décrire les différents types de sols. Si on veut plutôt nourrir les troupeaux, les petits veaux, les petits des brebis ou les chevrettes qui brûlent les cultures, il faut chercher les pâturages de la riche Tarente au fond, au loin, et aussi un territoire semblable à celui qu'a perdu la malheureuse Mantoue, qui, dans son fleuve herbeux, repaît ses signes de neige. Et alors tout de suite, vous voyez le passage d'une image d'un sol rude, qui est le sol des chèvres, à tout à coup l'étendue des plaines marécageuses autour du Minchok, telles qu'on peut les admirer aujourd'hui encore. Mais alors qu'est-ce que ça donne dans le vers latin? Sin armenta magis studium vitulosque tueri aut fetus ovium auturentes culta capellas saltus et saturi petito longinqua tarenti. Vous voyez les syllabes dures et très souvent les accumulations de consonnes, qui sont les caractéristiques de l'harmonie austère. Et Virgile enchaîne parce que tout à coup arrive le souvenir de Mantoue. C'est un des vers les plus célèbres, c'est celui qu'il a fait appeler le cygne de Mantoue. L'évocation des pâturages avec les cygnes. Et qualem in felix amisit Mantua campum pascentem niveos serboso flumine cucnos. Et tout à coup, le vers glisse dans une harmonie extraordinaire sur une seule consonne et avec les sifflantes devient imperceptible. C'est la musique, c'est la douceur. L'art du vers de Virgile, c'est dans une grande mesure l'art d'abord d'une admirable utilisation des syllabes longues. Les brèves sont moins nombreuses qu'elles ne le seraient chez Ovide par exemple, et d'autre part ce passage, ce contraste entre la force et la douceur, ces brusques percées de la musique dont il est remarquable qu'elles ne sont presque jamais gratuites. La musique n'intervient pas à titre plastique, elle intervient en même temps que la douceur. Elle intervient en même temps que le souvenir. Elle est signe et non seulement ornement. Alors je pense que ces quelques traits suffisent pour résumer la splendeur toute particulière enfin, de cette écriture. Question. Énée est-il Orphée? Le problème de la descente aux enfers est bien sûr un problème passionnant quand il s'agit de Virgile, n'est-ce pas? Et qui a notamment complètement passionné les interprètes médiévaux, qui ont dit que l'Énéide était l'histoire d'une traversée de la mort. Ce n'était pas un hasard si les enfers étaient au milieu, n'est-ce pas? Et qui ont représenté un Énée depuis Fulgence jusqu'à Landino au début de la Renaissance. Ont représenté un Énée qui, dans la première partie, est encore un homme de la passion, et qui, dans la deuxième partie, est un homme de l'après-mort, et par là même purifié, mais purifié dans une douleur extrême, bien entendu. Alors, question, Énée est-il Orphée? Réponse, à mes yeux, oui et non. Oui, parce qu'il souffre comme Orphée.
Non, parce qu'il n'est pas allé chercher Eurydice aux enfers, et parce qu'il n'avait donc pas besoin de se retourner. Il ne laissait rien derrière lui aux enfers, sinon un destin. Et est né l'homme seul, et l'homme qui a renoncé aussi à l'amour. Orphée est celui qui n'a pas renoncé à l'amour, et qui à cause de cela, d'une part échoue, comme Didon, et d'autre part mérite une pitié infinie. Et j'ajoute qu'il n'échoue pas tout à fait, parce qu'il réalise une chose qu'Énée ne réalise pas. Il est poète. Et lui, il gardera la musique. Et c'est la grande différence entre l'Orphée de Virgile et l'Orphée d'Ovide. L'Orphée d'Ovide, c'est seulement un chanteur. L'Orphée d'Énée, c'est un musicien. C'est un homme qui déploie la totalité de la musique, c'est-à-dire à la fois la douleur, le souvenir et l'harmonie. Il est capable, par l'harmonie, et ça c'est dit surtout dans les bucoliques, il est capable de faire danser la nature et de la purifier tout entière. Il est de la même espèce qu'Amphion, ces gens qui font danser les pierres et qui créent l'harmonie des cités. Et en même temps, il est aussi celui qui souffre, et il est le modèle du rossignol. Et je pense que il y a une comparaison absolument admirable au chant 4 entre Orphée et le rossignol plaintif. Il est à la fois le chant de la nature et le chant de l'intelligence. Et je pense que cela, ce sera, et à un degré très profond, le Virgile du Moyen-Âge. Est-ce que je puis ajouter un tout petit mot sur cet épisode d'Orphée ? Vous savez, Proust dit que le grand poète, c'est celui à qui la difficulté de la rime fait trouver la plus belle trouvaille. Eh bien, il ne faut pas oublier, et ça, c'est quand même à méditer, que la première fin des Géorgiques n'était pas ce chant d'Orphée qui est si essentiel à la compréhension et à l'unité de la pensée virgilienne. C'était un éloge de Gallus, mais le personnage étant tombé en disgrâce, et Virgile a modifié. Et en quelque sorte, c'est la difficulté d'une conjoncture politique qui a déterminé la trouvaille qui nous paraît si profonde et si nécessaire maintenant. On dit aussi que Orphée ramène à Gallus, au Gallus des bucoliques, et que c'est une manière de nommer Évidemment. Gallus sans le nommer. Donc... Et que c'est en réalité un acte de fidélité à Gallus. Question. Le sublime et la quatrième églogue, Philippe Euzet. Quand il dit Polo Maiora, il faut entendre Multo Maiora, n'est-ce pas ? Nous avons un poème d'une densité et d'une vibration extrême, et qui annonce les grands passages et les grands moments de l'Énéide, et en particulier, je pense, au 6e livre de l'Énéide, la descente aux enfers. Comment est-ce qu'on peut concilier le sublime, l'humilité ? Est-ce qu'on peut parler, dans les trois œuvres principales, les bucoliques, les géorgiques, l'Énéide, est-ce qu'on peut parler d'unité de conception et d'unité poétique ? Je crois que nous disposons d'une réponse qui est merveilleuse. Malheureusement, il faudrait pouvoir faire un dessin. Ce qu'on appelle la roue de Virgile. L'ensemble, l'idée principale, c'est de montrer que Virgile résume l'ensemble des conceptions esthétiques dont on disposait dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'avec ces trois œuvres, qui sont les bucoliques, les géorgiques et l'Énéide, il y a une illustration du style humilis, du style mediocris et du style grandis ou sublimis. Style humble, style moyen, style sublime. Et alors, on explique ça en théoricisant d'une façon très, un peu sommaire, mais très explicite, en montrant qu'à chaque type de poésie correspond un animal, un arbre, un nom propre, un héros, une géographie. Et il y a l'animal de la bucolique, qui est le mouton. L'animal des géorgiques, c'est le bœuf. Et l'animal de l'Énéide, c'est le cheval, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite. Il y a l'arère qui correspond au géorgique, la houlette qui correspond au bucolique, l'épée qui correspond à l'épopée. Virgile est totalement Wates et Poeta parce qu'il a à la fois une connaissance aussi concrète, aussi directe
je dirais presque gnostique que possible, du réel, et cela fait dans son œuvre cette présence de la terre, et d'autre part, il a un sens extraordinaire du recul, de la méditation, de la place de la pensée, c'est-à-dire que par cette rencontre de la pensée et de l'être, il établit dans son œuvre toutes les dimensions du langage. Le langage qui est à la fois res et verba. Il est à la fois l'homme des choses et l'homme des mots. Et ceci, je crois, à un degré exceptionnel dans l'histoire de la poésie. Il manie les mots comme les grands maîtres du baroque qui sortiront de lui, à commencer par Stas. Il manie le réel comme les grands maîtres du réalisme, son maître à lui d'abord, Homère. Et il est ainsi précisément tout à fait un moment exceptionnel d'équilibre de la poésie. Il est à la fois Homère et Stas, ou Homère et Sénèque. Et du point de vue de la création littéraire, cela est extraordinaire. Je reviendrai volontiers sur la notion de sublime dont nous parlions tout à l'heure, qui est, elle aussi, une notion qui appartient au langage, et qui est précisément en pleine évolution au moment où arrive Virgile. C'est en cela qu'il est à la fois un aboutissement et une fondation. Le sublime, disons jusqu'à Cicéron, cela s'exprime par le terme latin de grandis. Et par conséquent, le sublime, c'est essentiellement l'étendue, c'est la magnificence, c'est ce que les anciens appellent aussi la copia, c'est-à-dire l'abondance. Une grandeur d'abondance dont une idée excellente et d'ailleurs très noble est fournie par la période cicéronienne. Le sublime, probablement après Virgile, c'est celui qui est défini et étudié avec une profondeur admirable par le pseudo-Longin. C'est au contraire la simplicité absolue de l'expression, la transparence. Virgile est exactement entre les deux, chronologiquement. Et il est l'homme chez qui l'abondance se rejoint avec la transparence. Et cela apparaît dans certains de ses plus beaux textes. Cela apparaît quand il invente la formule au chant 2 de l'Énéide, Océano Nox, formule qui n'a pas été sans intéresser certains successeurs, et dans laquelle se résument précisément trois traditions. Une tradition classique qui est homérique, la méditation sur la mer. Une tradition baroque qui est le jeu des mots. Le nono d'Océanonox ne doit pas être négligé, c'est l'art de la figure. Et une tradition proprement romantique qui est celle du rapport, et je crois que cela aussi est essentiel chez Virgile, du rapport entre la lumière et la nuit. Cela, Sénèque aussi l'a pressenti, et c'est un côté important de la réflexion sur la sublime. Vous savez que cela aboutit à ce qu'on pourrait appeler le sublime romantique, qui a été mis au point et exprimé par Burke au milieu du XVIIIe siècle, en 1757, dans ses réflexions sur le sublime. Et il a dit que la beauté, c'est ce qui est clair, et que le sublime, c'est ce qui est sombre. Que la beauté, c'est l'harmonie du jour, et que le sublime, c'est l'abîme. Eh bien, je pense que l'originalité de Virgile, Océanonox, c'est qu'il invente la rencontre du jour et de la nuit. C'est pour cela qu'il a inspiré un tel amour à Victor Hugo. Pour finir, Albert Cohn nous dit comment, dans quelles conditions, Hermann Broch a écrit son chef-d'œuvre, La mort de Virgile. Et nous écouterons une page de sa traduction interprétée par Agnès Delume, puis nous arriverons à la conclusion d'Alain Michel. Le roman de Broch a été publié en 1945 aux États-Unis, où Hermann Broch était réfugié après l'entrée de Hitler en Autriche, mais l'idée remonte à beaucoup plus loin. Déjà en 1937, pour une émission à la radio de Vienne, et c'est
la figure de Virgile lui est apparue il ne sait pas trop pourquoi à ce moment, et donc la première ébauche remonte à 1937. En 1938, c'est l'entrée de Hitler à Vienne. À ce moment, Hermann Broch était dans une petite station de montagne à Althausen en Styrie. Et il a été arrêté par les nazis locaux et il est resté détenu 3 semaines. Mais il dit ces 3 semaines de détention ont eu pour lui l'effet de contact avec la mort. Il savait très bien le traitement qui attendait beaucoup de ceux qui a été arrêtés par les nazis, et il connaissait déjà les premiers camps de concentration, si bien que l'image de la mort l'a hanté et s'est fondu avec lui, il ne sait pas trop pourquoi, avec le personnage de Virgile, auquel il avait déjà consacré cette émission de radio. Dans ces 3 semaines de captivité, tant bien que mal, il a essayé de noter les idées qui lui venaient, et notamment, il dit lui-même, les symboles de la mort qui lui sont arrivés, qui sont revenus de son inconscient, notamment la nef des morts, le bateau des morts, et l'enfant qui accompagnait les cortèges funèbres, l'enfant porteur de torches, les esclaves, tout cela est venu le hanter. Et il a été arrêté en sa qualité de juif. Et son grand souci aux États-Unis, c'était sa mère qui n'avait pas pu le suivre en exil et qui effectivement a été arrêtée par les nazis et qui est morte à Theresienstadt. Il a été libéré fin mars 1938 et il a fallu, dans une grande tension, qu'il attende l'autorisation d'émigrer. Il voulait d'abord aller en France. Un concours de circonstances n'a pas pu faire qu'il ait obtenu le visa français. Il s'est donc retourné vers l'Angleterre, où il avait des amis, notamment le ménage Muir, qui avait déjà traduit en anglais une œuvre précédente, Les Somnambules. Hermann Broch arrive donc en Angleterre, porteur de l'ébauche de la mort de Virgile, mais il préfère ne pas rester en Angleterre et aller aux États-Unis. Donc en 1940, Broch passe aux États-Unis, où il vit assez péniblement. Dès qu'il a terminé la rédaction définitive de la mort de Virgile, en quelle année aux environs de 1944, il travaille à la traduction en anglais. Il a trouvé une traductrice pour son œuvre et il travaille avec elle, et sa traduction est tellement minutieuse que sa traductrice, après ce travail, a eu une dépression nerveuse tellement Broch insistait pour lui faire traduire les moindres détails de son œuvre. Toujours est-il que
en 1945, la mort de Virgile paraît simultanément en anglais et en allemand chez un petit éditeur américain. Et la mort de Virgile a commencé son chemin. En France, c'est Raymond Queneau qui m'a proposé de traduire cette œuvre qui lui avait été signalée par Grothuysen. Cette traduction a paru en 1955 et je crois que actuellement cette œuvre de Hermann Broch est acclimatée en France et que on lui a rendu hommage assez vite à cette grande œuvre littéraire. Avez-vous connu Hermann Broch, personnellement? Non, je n'ai pas connu Hermann Broch. Il devait venir et j'ai correspondu avec lui et il devait venir en France pour travailler avec moi à sa traduction et il est mort en 1951, peu avant d'entreprendre ce voyage en Europe. Il voulait revoir ses amis en Europe et notamment en Autriche et il n'avait pas encore de projet. On l'avait proposé pour le prix Nobel qu'il n'a pas eu et il vivait assez mal d'un petit traitement de professeur associé à l'université de Princeton. La conque nacrée du ciel, l'océan printanier, la mélodie des montagnes, et celle qui chantait douloureusement dans sa poitrine. La flûte du Dieu, avait-il jamais été pour lui autre chose qu'une manifestation qui, comme une sorte de vaisseau des sphères, l'accueillerait bientôt pour le transporter dans l'infini? Ah, il était paysan de naissance, un paysan aimant la paix de l'existence terrestre, à qui aurait convenu une vie simple et assurée dans la communauté rurale, à qui son ascendance aurait dû accorder de devoir rester sédentaire, et qui, obéissant à un destin supérieur, sans s'être détaché de son pays natal, n'y avait pas été maintenu. Il avait été déporté au loin, loin de la communauté. Il avait pénétré dans la solitude la plus nue, la plus féroce, la plus sauvage du tourbillon des hommes. Il avait été chassé de la simplicité de son origine, chassé au large vers une complexité toujours plus grande. Et qu'en était-il résulté d'autre qu'un accroissement et un élargissement de la distance qui le séparait de sa propre vie? Car en vérité, seule cette distance avait augmenté. Il n'avait fait que marcher au bord de ses champs, il n'avait fait que vivre au bord de sa vie. Il était devenu un être inquiet, fuyant, cherchant la mort, cherchant, fuyant le travail, un être d'amour et pourtant un être traqué, un être errant parmi les passions du monde intérieur et du monde extérieur, un invité de sa propre vie. Et aujourd'hui que presque au bout de ses forces, au bout de sa fuite, au bout de sa quête, il s'était frayé une route et qu'il était prêt au départ, qu'il s'était frayé une route pour prendre le départ et qu'il était prêt à supporter la suprême solitude, à fouler la route intérieure qui y ramène. Voilà que le destin et ses puissances s'étaient encore emparés de lui avaient encore interdit la simplicité, le retour à son origine et le monde intérieur. Voilà qu'ils avaient à nouveau fait dévier son chemin de retour, qu'ils avaient incurvé sa route vers la complexité du monde extérieur et l'avaient reconduit de force vers la malédiction qui avait assombri toute sa vie, si bien qu'on eût dit que l'unique simplicité que le destin lui gardait en réserve, c'était la simplicité de la mort. Hermann Broch, qui écrivait dans un moment tout à fait tragique,
alors que précisément se posait la question des rapports entre le pouvoir et le poète, le pouvoir essayant d'asservir le poète par le biais de l'idéologie à la propagande. Hermann Broch connaît cette question, elle est pour lui tragique, elle est pressante, et il souligne, premièrement, la différence absolue qui existe entre le point de vue du poète et le point de vue d'Auguste, auquel d'ailleurs il rend hommage. Il présente Auguste comme le politique intelligent, c'est-à-dire comme l'homme qui veut réussir et qui veut l'efficacité. Le poète, lui, d'une certaine façon, se défie de l'efficacité. Il est à la recherche, nous dit d'une manière admirable Hermann Broch, il est à la recherche de l'inaccompli. Parce que la grande différence, en somme, entre le poète et le politique, c'est que l'œuvre du poète n'est jamais une œuvre. Elle est toujours un peu au-delà, ou bien un peu en deçà, parce qu'elle est toujours inaccomplie. Et l'œuvre du politique n'est rien si elle n'est accomplie. Si bien qu'en dernière analyse, peut-être pourrait-il s'accorder. Le politique, en disant au poète que tout de même il est un créateur, il fait quelque chose. Et le poète disant au politique que la seule œuvre valable est celle qui laisse un vide, celle qui laisse cette part d'inaccompli qui est peut-être la part de la liberté.